Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La coopération ivoiro-coréenne était au cœur d'un entretien avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire. Il a fait un bilan de la coopération entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire avant de s'attarder sur les enjeux de la visite qui va être entamée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara dans son pays. Les propos de l'ambassadeur de la Corée du Sud ont été recueillis par David Mobio. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Les relations diplomatiques entre la Corée et la Côte d'Ivoire ont été établies en 1961, c'est-à-dire juste après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle a été le premier pays en Afrique avec lequel la Corée a établi des relations diplomatiques, de sorte qu'elle est devenue l'amie la plus intime de la Corée. Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara effectuera une visite en République de Corée du 6 au 9 octobre 2014. Je crois que cette visite a une grande signification parce que c'est la première visite officielle qui réunira les présidents des deux pays après plus de 50 années de relations diplomatiques. À travers cette visite, les deux présidents vont réaffirmer à travers cette rencontre que nous sommes des partenaires avec de grandes potentialités de coopération dans divers domaines. Et il y aura des concertations sur la coopération pratique dans chaque domaine, c'est-à-dire dans les affaires politiques, les échanges économiques, les projets de développement. La visite du président de la République débute demain en Corée du Sud, un pays qui dispose de nombreux atouts en matière de tourisme. Rendons-nous dans la mégalopole de Séoul où cohabitent tradition et modernisme. Notre envoyé spécial dans le pays, Abiba Dambélé Saoué, a fait une escale au quartier des artistes et au village Hanok dont les maisons traditionnelles ont été classées au patrimoine de l'UNESCO. Dans le vieux Séoul, vous pouvez admirer le quartier des Hanok et ses authentiques maisons traditionnelles encore habitées de nos jours. Ces maisons ont gardé leur architecture traditionnelle originale. Dans ces belles demeures étaient logés les aristocrates et les officiers haut gradés à l'époque de la dynastie Joseon, constituée entre 1392 et 1897. Dans ce petit village traditionnel, on peut admirer le contraste entre le Séoul moderne et ses gratte-ciel et l'ancien Séoul appelé Anyang. Après le village Hanok, direction Imsangdong, haut lieu de savoir-faire millénaire, quartier de galeries et boutiques spécialisées dans l'artisanat coréen, notamment la calligraphie et la peinture. Au lieu de la culture traditionnelle coréenne, les rues de Imsangdong s'étendent sur 700 mètres. Sous le règne de la dynastie Joseon, on apprenait la peinture dans ces ateliers, appelés ici Do-Wawon. On termine cette promenade dans le Séoul touristique et ses nombreux spectacles traditionnels hauts en couleur, très appréciés des Coréens et des touristes. Les rues regorgent de boutiques de souvenirs et des shops de marchands de bijoux authentiques et divers articles made in Korea à des prix très intéressants. La Corée, un pays à la fois moderne et fidèle à ses traditions millénaires. Ce dosage savant fait de cet État un pays où il fait bon vivre. C'est tout cela qui contribue à la réalisation du miracle du fleuve Han. Et je rappelle que la visite officielle du président de la République en Corée du Sud débute aujourd'hui lundi et prend fin le 9 octobre prochain. Et ce lundi 6 octobre, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'habitat. Sur la recommandation de la Commission des établissements humains, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé en 1985 que le premier lundi d'octobre de chaque année marque cette journée. L'objectif de la Journée mondiale de l'habitat est d'améliorer les conditions d'habitation de 100 millions de personnes d'ici à 2020. 2000 emplois vont bientôt être créés. Le projet est financé par la Banque africaine de développement. Les détails dans ce reportage signé Salimatou Dia et Sylvie Touré. Le mariage est scellé entre le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et la Banque africaine de développement. 18 communes vont bénéficier du projet d'emploi direct au profit de 2000 jeunes. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme TIMO, Travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre. Financé par la BAD, il vise l'amélioration de l'employabilité et l'insertion des jeunes. 3 composantes seront mises en œuvre au cours de ce projet. Il a une composante qui permet de penser l'avenir en termes de réformes structurelles, en termes d'amélioration de la pertinence des qualifications par rapport aux besoins de l'économie.
Ça, c'est la première composante. Il y a une seconde composante qui consiste à dire éducation, formation, emploi doivent travailler en bonne intelligence. Donc, on a aujourd'hui des ministères qui sont relativement éclatés. Et l'idée, c'est d'améliorer, renforcer la coordination sectorielle pour qu'il y ait une meilleure articulation entre ce qui est fait à l'éducation nationale, formation professionnelle et enseignement supérieur. Ça, c'est la deuxième approche. Et la troisième composante, c'est justement ce dont on parle, c'est offrir des opportunités de court terme pour insérer 2000 jeunes. Pour le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafana Koné, cette initiative est d'autant bénéfique pour les jeunes, les communes que pour le gouvernement. Il s'agit de faire des travaux dans nos communes, des travaux de nettoyage. Des jeunes seront occupés pendant quelques mois, 6 mois, et qui, pour certains, pourront effectivement déboucher sur un emploi permanent dans la mesure où ils auront économisé et pourront bénéficier d'un financement. Ce projet pour créer 2000 emplois est une initiative du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. En bref et en images, la communauté internationale se mobilise pour aider les pays en proie au virus Ebola. La Sierra Leone, l'un des 3 pays africains touchés par l'épidémie, va recevoir des experts de l'ONU pour le ramassage des corps après le confinement des populations. Au Niger, un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre du président du Parlement nigérien, Hama Amadou, en fuite en France pour des raisons de sécurité. Le principal opposant du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, est soupçonné de complicité dans l'affaire d'un trafic international de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Mais le président du Parlement nigérien dit être sans reproche et attend ce mandat d'arrêt pour se défendre. Le président du Parlement nigérien vit à Paris depuis fin août, en fuite pour échapper à la justice de son pays, selon ses détracteurs, en exil pour se défendre des accusations de trafic de bébés portées contre lui, affirme-t-il. Ses jumeaux de 2 ans auraient été achetés au Nigeria, un montage, selon Hama Amadou, qui réclame qu'un mandat d'arrêt international soit émis contre lui. J'ai pensé qu'en venant ici, j'obligerais les auteurs de ce montage grossier à exporter le dossier, parce que pour m'arrêter, il faut demander mon extradition. Et pour demander mon extradition, il faut que la justice française soit saisie du dossier et puisse l'examiner. Un mandat national uniquement a été émis lundi par Niamey. L'épouse de Hama Amadou est en prison depuis le 22 juin, mais le président du Parlement récuse tout test ADN pour prouver sa paternité, au motif que la loi nigérienne ne prévoit qu'un test sanguin qu'il a déjà effectué. Ce dossier étant d'essence purement politique, les possibilités de falsification sont tout à fait réelles. Et par conséquent, vouloir, en dehors de l'existence d'un cadre légal, faire le test ADN, c'est donner la possibilité aux accusateurs de se fabriquer des preuves. Depuis le début de cette législature, c'est pour la première fois qu'elle va s'ouvrir en l'absence du président de notre institution. Comme vous le savez, il est impliqué dans une affaire de droit commun dite de supposition d'enfant. Les députés proches de Hama Amadou ont boycotté la rentrée parlementaire mercredi. Ils affirment que le pouvoir cherche à destituer le président de l'Assemblée nationale et ils défient quiconque de trouver une majorité des 2/3, soit 76 députés sur 113, pour le remplacer. Je vous invite à présent à nous rendre en France pour parler de la Centrafrique. Nuit blanche à Paris où la détresse d'un pays en crise, c'est l'intitulé d'une pièce de théâtre qui traduit la crise centrafricaine. Un décor de rêve pour une dure réalité. Au pied de l'église Notre-Dame, au milieu du parcours de l'opération artistique Nuit blanche à Paris, les touristes peuvent plonger au cœur d'une nuit noire en République centrafricaine. À travers les photos de William Daniels, ce journaliste français revient de son 5e séjour sur place. Malheureusement, la Centrafrique a un peu disparu de la une des journées ces temps-ci à cause d'une actualité internationale très très riche, l'État islamique, l'Ukraine, l'Ebola. Peut-être aussi parce que les médias et le public se lassent un peu de la situation en Centrafrique. Et avec Action contre la faim, nous pensions qu'il était important d'essayer de rappeler, en tout cas en France, que les problèmes en Centrafrique continuent.
Assemblées en fresques murales ou projetées sur écran géant, ces images attestent de la violence du conflit, de la détresse des Centrafricains. L'objectif est d'interpeller les passants, toucher un autre public, celui qui ne lit pas la presse internationale. Ceux qui se sentent directement touchés par la crise centrafricaine ont aussi fait le déplacement. Je suis très touchée. Parce que jusqu'ici, j'ai eu à voir des images, mais en fait en petite dimension, on voit des photos, on voit sur Internet. Mais voir comme ça des images en grand, c'est impressionnant. Je suis blessé de voir la souffrance de mon peuple, de voir que la population a abandonné à elle-même. On n'a que des échos, mais de telles images nous permet effectivement de nous rendre compte aussi des réalités et de dire que voilà, la crise n'est pas encore finie, ça continue. Les photos de William Daniels ont une mission, que la crise centrafricaine ne sombre pas dans l'oubli. Nuit blanche à Paris, où la détresse d'un pays en crise, c'est plutôt la crise centrafricaine perçue à travers une exposition photo. Des véhicules en attraction en France, nous nous rendons à présent au Salon international de Paris. Les hybrides sont les vedettes de ce rendez-vous. Cette voiture consomme 4 fois moins que les autres, 1 litre de carburant pour faire 100 km. Son secret, un moteur hybride à la fois essence et électrique, un poids très léger. Et surtout, beaucoup d'aérodynamisme. Ce prototype, l'un des plus économes du marché, est présenté au Mondial de l'automobile. Ce sont des petits ailerons qui se déploient au-delà de 70 km/h et qui aident à guider l'air et à guider finalement le sillage arrière, qui contribue beaucoup à réduire les turbulences à l'arrière du véhicule. Les vedettes de ce mondial qui ouvre ses portes à Paris, ce sont elles, les voitures à ultra basse consommation. Peugeot, Citroën ou encore Volkswagen comptaient tout de même 110 000 € pour ce modèle. Il faudra attendre 2020 pour en voir commercialisé à un prix plus accessible, 15 000 €. Mais la star la plus attendue du salon, c'est elle, la 5e génération d'Espace. Un modèle revisité et qui offre toujours plus d'espace. C'était le premier modèle à vraiment compter en Europe et surtout en France en 1984 au moment de son lancement, car c'était une voiture révolutionnaire. Aujourd'hui, il y a ce nouveau modèle, mais pendant longtemps on pensait qu'il n'y en aurait pas d'autres. En fait, l'espace ne va pas disparaître. Mais les citadines actuelles n'ont pas dit leur dernier mot, comme cette nouvelle génération de Smart à 2 ou 4 portes, beaucoup plus grandes. L'autre tendance du moment, ce sont aussi ces modèles de crossover, des voitures mi-sport, mi-berline. Désormais, tous les constructeurs en proposent. Regardez Renault, Nissan, Toyota ou encore Fiat avec bientôt la 500X. Ils s'y sont tous mis. Les gens aiment les petites voitures, mais avec des sièges placés plus haut pour mieux voir la circulation. Ces modèles sont vraiment très robustes, ce qui les rend plus sûrs sur la route et c'est ce qui les différencie des autres véhicules. Au cours de sa visite, le président François Hollande a salué une industrie automobile en pleine révolution technologique. Au total, plus d'1 million de visiteurs sont attendus d'ici la fin du salon, dans 2 semaines. Les Brésiliens ont été appelés à voter ce dimanche. 142 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour désigner leur président, mais également leurs députés et leurs gouverneurs. La présidente sortante Dilma Rousseff est la grande favorite de ce scrutin. C'est la fin de ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.